L'invité de Smart Impact, c'est Mathieu Horn. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Tripica, entreprise que vous avez créée en 2016. Pour bien comprendre, quel service propose Tripica? C'est quoi votre métier? Tripica, c'est un outil de monétisation des nouveaux usages qui sont liés à la transition énergétique, mais aussi à la transition dans le monde des télécoms. Donc en fait, on gère les clients et les offres des fournisseurs d'énergie et des opérateurs téléphoniques et opérateurs mobiles. Cette monétisation, elle se fait comment? C'est quoi le principe en fait? Le principe, c'est que on le connaît bien dans les télécoms. Il y a une grande concurrence par les offres. On a plus de gigas, plus de voix, des services. On connaissait moins ça dans le monde de l'énergie. Et en fait, l'énergie est en pleine transformation liée à la transition énergétique. Et on voit des nouveaux modèles économiques qui sont en train d'apparaître, nouveaux modèles qui sont liés à la transition vers notamment le renouvelable, et qui vont se transformer et se matérialiser dans les factures des clients par des nouvelles propositions qui sont très différentes de celles qu'on a l'habitude de voir et de l'habitude de payer. Ces nouveaux modèles, si on rentre dans le détail, si on se dit l'objectif c'est de sortir des énergies fossiles. Ok, très bien, tout le monde est à peu près d'accord sur l'idée de départ, sauf est-ce que c'est pas illusoire à court terme? Illusoire, non. C'est une nécessité de sortir des énergies fossiles. Nécessité à deux titres. D'abord parce qu'on a un objectif net zéro sur la partie CO2. L'Europe demande à ce qu'on soit net zéro d'ici 2050. Et ça passe par un passage vers la sortie du fossile et donc le développement du renouvelable. Et puis aussi une nécessité d'un point de vue souveraineté. Il faut qu'on arrive à se débarrasser de notre dépendance au gaz, au pétrole, au charbon pour certains pays. Donc c'est une nécessité. La France là-dedans est un petit peu dans un cas particulier puisque elle, non seulement elle s'est déjà débarrassée d'une grande partie des énergies fossiles dans la partie génération d'électricité. Grâce au nucléaire notamment. Grâce au nucléaire. Mais c'est un peu, pour l'instant, l'exception européenne. Quand vous parlez de nouveaux modèles, qu'est-ce qui est en train de changer? Rentrons dans le détail concrètement. Alors en fait, le grand challenge, c'est l'intermittence. C'est qu'en fait, on passe d'un monde où en fait, on avait une courbe de consommation en fonction des saisons, du jour de la semaine, de l'heure de la journée. Et en fonction de cette courbe de consommation, on avait la production qui allait avec. Tout ça, c'était très simple. Et on avait une facture, on s'en préoccupait pas trop, tout allait bien. On passe à un monde des énergies renouvelables. Renouvelables, elles sont intermittentes. Il n'y a pas toujours du soleil, il n'y a pas toujours du vent. Et donc, en fait, il n'y a plus finalement une synergie forte entre la courbe de consommation et la courbe de production. Et ça change tout, en fait. Ça impose de dire, finalement, il va falloir adapter un petit peu la façon dont on consomme à la façon dont on produit maintenant, et plus l'inverse. Et donc, ça ne peut se faire qu'en faisant passer un signal prix dans les offres et dans les factures. Et là, il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. Alors, on connaît en France assez bien, et c'est assez spécifique à la France, le principe des heures pleines, heures creuses. Mais en fait, l'extension de ce système-là, c'est la tarification dynamique. C'est-à-dire qu'on va finalement payer l'électricité en fonction de sa valeur tout au long de la journée. Et parfois, l'électricité, elle est même négative. On est prêt à vous payer pour consommer de l'électricité en journée. Et oui, parce qu'il y a un surplus et il faut bien l'écouler. Exactement. Donc soit on le revend à l'étranger, soit on va proposer des modèles économiques, on va dire, si vous voulez consommer à 18h le soir, ça va être très cher, donc c'est peut-être pas le bon moment, donc ça va être punitif. En revanche, si vous voulez consommer au milieu de la nuit ou en journée quand il y a beaucoup de soleil, là au contraire ça va être très incitatif. Et alors donc vos clients, vous les aidez justement à moduler leur consommation d'électricité en fonction de ce marché ultra évolutif? Oui, mes clients ce sont des fournisseurs d'électricité en France, en Allemagne, bientôt en Italie. Et il ne vous a pas échappé que puisque le système était jusqu'ici très simple, les systèmes d'information qui sont derrière et qui gèrent les clients et qui gèrent les offres, du côté de l'énergie, ne sont pas du tout aussi évolués que ce qu'on a connu dans les télécoms, par exemple. Et donc, en fait, il y a un grand mouvement de changement là, chez tous les fournisseurs d'énergie sur cette partie activité retail, la partie commerciale, pas la partie production, c'est la conséquence de l'évolution de la production. Il y a une vraie évolution et pour dire, OK, il faut changer ce système d'information, il faut trouver des systèmes modernes qui vont être capables de passer d'un monde où en fait on avait 1-2 relèves de son compteur électrique par an
à un monde où on a une lecture de votre compteur et de votre consommation toutes les 15 minutes. Donc on passe à un monde du temps réel, et ce monde du temps réel, grâce au compteur communicant, il permet de mettre derrière des offres qui sont telles que la facturation dynamique et d'autres. Ouais. Si on se place de l'autre côté, du côté d'un client, d'un fournisseur d'énergie, qu'est-ce qu'il doit changer, lui? Alors, il va changer pas mal de choses. Enfin, il n'est pas obligé. Je pense qu'on va avoir une masse de la population qui va rester sur des offres simples, parce que cette complexité qui arrive dans le monde de l'énergie, elle n'est pas si simple à aborder d'un point de vue utilisateur final. Donc il y a un gros effort pour rendre ça compréhensible. Mais ce qui va changer pour lui, c'est qu'il a maintenant plusieurs choix. Il peut, s'il cherche à payer moins cher, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer dans le prix de gros d'énergie, mais globalement la tendance est plutôt à la hausse, il peut choisir de jouer le jeu de la flexibilité, et donc de dire je vais consommer au bon moment, ou je vais m'équiper de radiateurs un peu intelligents qui vont faire que je vais chauffer ou éviter de chauffer trop fort quand le prix de l'énergie est cher. Donc il peut faire ça. Il peut aussi produire. Il peut devenir producteur d'électricité en installant des panneaux solaires sur son toit. Et donc ça se fait au niveau individuel, ou ça peut se faire au niveau un peu collectif. Évidemment, ou même pour une entreprise, profiter d'un toit d'entrepôt, etc., etc. Exactement. Et là, voilà, ça aussi, c'est un nouveau challenge pour les producteurs et pour Enedis qui gère le réseau électrique. C'est-à-dire qu'on n'a plus quelques centrales, mais en fait, on a des centrales qui sont un peu délocalisées et qui produisent de l'énergie qui est consommée localement au lieu d'être injectée sur le réseau. Donc, je peux flexibiliser ma consommation, je peux produire moi-même et autoconsommer, et puis le surplus, le revendre au réseau, en fait, le réinjecter dans le réseau et revendre cette électricité. Et puis le troisième point, c'est je peux stocker. C'est-à-dire, je produis, mais si je produis de l'électricité sur mon toit à 14 heures, c'est peut-être pas là où moi, j'en ai peut-être pas besoin non plus. Donc si je pouvais la stocker dans une batterie, pour la réutiliser plus tard ou pour la réinjecter plus tard, ça c'est intéressant. Et là-dessus, il y a un développement très très intéressant qui vient d'arriver, c'est que, équiper une batterie à son domicile, ça paraît bizarre. En revanche, acheter une voiture électrique qui est équipée d'une batterie, là tout d'un coup, on se retrouve dans cette électrification des usages, le passage du pétrole vers la voiture électrique, et on se retrouve avec une batterie à domicile. Et ça ouvre des nouvelles perspectives. Et Renault, grâce au lancement de sa Renault 5 électrique, cette Renault 5, elle est V2G, Vehicle to Grid. Eh bien, Renault est devenu fournisseur d'électricité en s'associant à différents acteurs, notamment de Mobility House, qui est un nouveau fournisseur sur le marché français, et Tripica, qui fournit donc le système de monétisation qui est derrière de Mobility House. Et donc, quand on achète sa Renault 5, on est maintenant abonné chez Renault, chez Mobilize. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on parle de nucléaire, parce que vous avez publié une tribune dans les Échos sur les atouts de la France en matière d'intelligence artificielle générative grâce à son industrie nucléaire. Il faut peut-être rapidement faire le constat, l'IA générative, elle est ultra gourmande en énergie. Ça, c'est un point de départ. Oui, une requête vers ChatGPT et consorts, c'est 10 à 15 fois plus de ressources énergétiques qu'une requête sur Google. Donc on voit bien qu'à la fois pour l'utilisation et pour l'entraînement des modèles d'IA, ça demande une énergie considérable. Et donc les géants du numérique qui sont en train de batailler sur l'IA, ils prévoient, ils ont peut-être d'ailleurs déjà commencé, de construire des mini-réacteurs, c'est ça? Tout à fait. Les grands acteurs aux États-Unis se disent comment faire maintenant quand je construis un data center pour pouvoir l'alimenter. Et le plus simple, on se dit, c'est de brancher ça dans la prise électrique. Mais bien non. En fait, maintenant, chaque data center vient avec une source de production d'électricité locale, la fameuse autoconsommation dont on parlait tout à l'heure au niveau des entreprises. Et comme pour l'IA, on a besoin d'une source qui soit, pour le coup, pas intermittente, le choix d'aller vers le nucléaire est en train de se faire. Et on voit ça aux États-Unis, mais en France, on les a déjà. On a déjà 56 réacteurs nucléaires. Donc on a un atout formidable en France sur la partie énergétique. Avec effectivement ce chiffre, 2030, les centres de données pourraient représenter 8% de la consommation énergétique américaine contre 3% aujourd'hui. Sauf que, est-ce qu'on est prêt pour des mini-réacteurs? On sait bien qu'il y a eu une impulsion gouvernementale ou présidentielle là-dessus, mais on en parle pour dans plusieurs décennies quand même. Oui, ça va prendre du temps. Il y a plein de startups aux États-Unis qui travaillent d'arrache-pied là-dessus. Il y en a aussi en France. Il y a une filiale d'EDF qui est dédiée au déploiement, au développement d'un modèle de ce type de réacteur. L'idée, c'est pas tant de l'utiliser en France que plutôt dans une logique d'export, de ce que je comprends de la politique d'EDF. En France, encore une fois,
on est déjà équipé. Il y a une nouvelle ambition de création de 6 nouveaux réacteurs nucléaires d'ici 2035, mais là on parle d'EPR2, des choses beaucoup plus puissantes. Merci beaucoup Mathieu Horn et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre débat, comment aider les femmes sans abri en France.